Et si l'un des plus grands objectifs financiers, celui d'avoir une maison entièrement payée, était en fait un piège? C'est une idée un peu folle, je sais, mais aujourd'hui on va décortiquer ce mythe et explorer une vision complètement différente de la richesse. Allez, c'est parti. Pour commencer, parlons de ce qui est souvent présenté comme le Saint Graal financier, le rêve ultime pour des millions de personnes, être propriétaire de sa maison libre et sans dette. On s'imagine que c'est le sommet de la sécurité, le but à atteindre, n'est-ce pas? Imaginez un peu la scène, on s'assoit, on prend son plus beau stylo et on signe ce fameux dernier chèque. Ça y est, le prêt est soldé. C'est un sentiment incroyable, une vague de soulagement immense. On a l'impression d'avoir bâti une forteresse financière, d'être enfin en sécurité. Mais voilà, la vie ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Que se passe-t-il quand un imprévu vient frapper à la porte de cette belle forteresse? Et si cette sécurité n'était en fait qu'une illusion? Disons que 6 mois plus tard, c'est la tuile, perte d'emploi. Toutes les économies, tout ce cash qui était disponible a été utilisé pour ce dernier remboursement. Résultat, on est riche, sur le papier. Toute la richesse est bloquée dans les briques de la maison. Et qu'on va voir la banque pour obtenir un prêt sur la valeur de la maison, la réponse est glaciale. Sans revenu, pas de prêt. Le piège vient de se refermer. C'est exactement ça. Cette citation, elle est parfaite. Avoir une richesse qui n'est pas liquide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser facilement, eh bien ça ne sert à rien en cas de crise. On peut être propriétaire d'un bien qui vaut une fortune, mais ne même pas pouvoir payer ses courses. Bon, mais alors comment en arrive-t-on là? Pour le comprendre, il faut s'intéresser un peu à la psychologie derrière tout ça. On va explorer ce désir si puissant d'être sans dette et pourquoi il nous joue souvent des tours. Alors, le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que le conseil de rembourser sa maison au plus vite est un héritage d'une autre époque. Dans les années 80, avec des taux d'intérêt à 14%, bien sûr que c'était une super idée. C'était un rendement de 14% garanti. Mais aujourd'hui, avec des taux à 3, 4 ou 5%, les maths ne sont plus du tout les mêmes. Le jeu a changé. Et c'est là qu'intervient ce concept que je trouve brillant, l'impôt sur la peur. C'est tout simple, en remboursant un prêt à 3%, on choisit volontairement un rendement de 3% sur son argent. On refuse un rendement potentiellement bien plus élevé sur les marchés juste parce que le mot dette nous fait peur. C'est un impôt qu'on se paie à soi-même par pure émotion. Ce qui nous amène directement à un autre concept crucial, le capital mort. Et ça va nous obliger à repenser complètement ce que le mot risque veut dire en finance. Le capital mort, c'est tout cet argent qu'on injecte en plus chaque mois dans les murs de sa maison. C'est de l'argent qui ne travaille pas. Il est juste là, il dort, complètement inaccessible. C'est un capital qui ne produit rien, qui est stérile. Regardons 2 scénarios. D'un côté, une personne avec une maison payée mais zéro cash. De l'autre, une personne avec un prêt immobilier mais un demi-million de dollars placé sur un compte d'investissement. La question, c'est qui est vraiment en sécurité? En cas de coup dur, la deuxième personne a des années de visibilité devant elle. La première, elle, n'a que ses murs. Tout ça, ça nous amène forcément à une question de fond. Finalement, c'est quoi la vraie définition de la sécurité financière? Est-ce que c'est vraiment de n'avoir aucune dette? Eh bien non, le vrai risque, ce n'est pas d'avoir une dette. Le seul risque, c'est de ne pas avoir accès à de l'argent quand on en a désespérément besoin. La liquidité, c'est ça la vraie sécurité. Et en voulant tuer sa dette à tout prix, on tue sa liquidité. Allez, assez parlé de concepts, on va passer aux chiffres. Et vous allez voir, c'est là que la différence devient vertigineuse. C'est vraiment frappant. Ce tableau, il montre une stratégie que les banques utilisent tous les jours pour gagner de l'argent. L'arbitrage. C'est simple. Si on a une dette qui coûte 4% par an, mais qu'on peut investir le même argent pour un rendement de 8%, la différence, c'est pour notre poche. C'est de l'argent créé en utilisant intelligemment la dette comme un levier. Et quand on projette ça sur le long terme, l'écart devient tout simplement ahurissant. Ce graphique compare 2 situations. D'un côté, une maison payée. De l'autre, la même maison, mais avec un portefeuille d'investissement de plusieurs millions à côté. Le résultat est sans appel. Voilà le chiffre, plus d'1 million de dollars. C'est ce que peut coûter cette décision, sur 30 ans. C'est le prix de cette fausse tranquillité d'esprit. C'est un luxe qui coûte très très cher en termes de patrimoine potentiel. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a une autre force puissante qui joue en notre faveur dans cette histoire, une sorte d'arme secrète, l'inflation. Et son effet sur un prêt à taux fixe est assez magique. C'est simple, la mensualité du prêt, elle, est fixe, elle ne bougera jamais. Par contre, la valeur de l'argent, elle, diminue avec le temps à cause de l'inflation. Ça veut dire qu'on rembourse sa dette avec des dollars qui valent de moins en moins. Chaque année qui passe, le paiement devient, en termes réels, de moins en moins cher. Rembourser plus vite, c'est faire un cadeau à sa banque. Donc, il est vraiment temps de changer de perspective. L'objectif, ce n'est pas d'éliminer la dette à tout prix. C'est de se bâtir un capital liquide, une forteresse d'actifs qui donne une vraie sécurité et de vraies options pour l'avenir. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement?
C'est tout bête, on arrête d'envoyer de l'argent en plus à la banque, on prend cette somme, on ouvre un compte d'investissement et on met en place un virement automatique vers un fonds diversifié. Et puis on regarde ce capital grandir mois après mois, année après année, nous offrant une flexibilité qu'un tas de briques ne pourra jamais nous donner. Pour conclure, je vous laisse avec cette image. Un trophée, c'est joli, ça brille sur l'étagère, on est fier, mais le jour où les choses tournent mal, qu'est-ce qui est le plus utile? Le trophée qui prend la poussière ou une armée prête à se battre? La question mérite vraiment d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.